Bonjour à tous. On va démarrer d'ici quelques minutes le webinaire sur la réforme de la facturation électronique. Merci.
Bonjour à toutes et tous. Donc, avant de commencer ce webinaire, quelques consignes pour le bon déroulement. Normalement, vos micros et vos caméras sont coupés. Vous n'aurez pas la possibilité de les activer. N'hésitez pas à poser au fur et à mesure vos questions dans l'onglet questions et réponses. On fera un temps après le webinaire pour répondre à vos questions. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez les contacts des animateurs à la fin du webinaire pour poser vos différentes questions par mail. Ce webinaire est enregistré et nous diffuserons le support à toutes les personnes inscrites. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la facturation électronique, organisé par la Chambre d'agriculture du Var et en partenariat avec la DGFiP et le CER France. Vous posez certainement beaucoup de questions sur cette nouvelle réglementation qui vous incombe. Et pour répondre à ces questions et vous apporter une réponse fiable et opérationnelle, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec deux partenaires de référence, la DGFiP qui présentera le cadre réglementaire et les modalités de déploiement de la réforme, et le CER France qui apportera son expertise terrain et son accompagnement auprès des entreprises agricoles et des exploitants. Je tiens chaleureusement à les remercier pour leur disponibilité et leur contribution à ces échanges. Et je vous souhaite un excellent webinaire et laisse place aux intervenants. Bonjour à tous, je suis Nathalie Blanc, référente facturation électronique à la Direction départementale des finances publiques du Var. Et à ce titre, je mène un certain nombre d'actions de communication pour permettre aux entreprises de mieux comprendre cette réforme importante de la facturation électronique. Avec moi, on va un petit peu tourner. Voilà. Bonjour à toutes et tous, Romain Sifo, je suis le responsable de la division des affaires économiques au sein de la DGFiP du Var et j'accompagne ma collègue Madame Blanc dans un certain nombre de ses interventions à l'extérieur sur la facturation électronique. Et étant, disons, habitué à l'échange avec la Chambre d'agriculture, je l'accompagne aujourd'hui. Voilà, je répondrai à vos questions aussi. Bonjour à tous. Madame Hué Magali, je suis responsable d'agence pour CER France Provence-Alpes-Méditerranée. Et nous allons co-animer cette réunion afin de vous apporter les réponses à vos questions et notamment sur la partie agricole. Bonjour à toutes et à tous, du coup, je suis Ivan Pillard, je suis chargé de mission client et de développement partenariat chez CER France. Pour les raisons techniques, pour le moment, on ne nous voit pas, mais sachez qu'on est là et qu'on répondra à toutes vos questions et interrogations. Merci. Voilà, nous allons commencer tout de suite cette présentation. On essaiera de garder le plus de temps possible pour vos questions. N'hésitez pas à les poser par écrit dans ce qui est prévu dans votre présentation sur l'écran. Alors, aujourd'hui, au cours de cette présentation, moi, je vais surtout vous parler de l'architecture générale de la réforme, de son contexte. Je prendrai un peu de temps pour vous donner un certain nombre de définitions. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Comment va-t-elle être transmise? Vous donner aussi quelques précisions sur les plateformes agréées qui sont un intervenant important dans la réforme auquel vous aurez affaire. Et puis, pour vous donner le maximum d'informations pour que vous soyez le mieux accompagné pour rentrer dans cette réforme très, très bientôt. Alors, le contexte de la mise en place de la réforme. Alors, de quoi part-on?
En fait, dans l'état des lieux, on s'aperçoit que la dématérialisation des factures, elle existe déjà. Les uns ou les autres, vous avez probablement reçu déjà des factures de façon dématérialisée. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de format standard. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que vous vous connectiez. Alors, un coup à la plateforme de l'EDF, un coup à la plateforme de votre fournisseur de téléphonie, etc. Donc, ça vous fait des recherches chronophages, des doubles saisies, de la perte de temps, et puis aussi, quelquefois, des désaccords sur les points de départ des délais de paiement pour les factures. Quand est-ce que la facture a été envoyée, quand est-ce qu'elle a été reçue. Donc, avec cette réforme, l'État joue son rôle de régulateur, c'est-à-dire qu'il définit des normes standards qui vont être appliquées par tout le monde. Donc, on espère de cette réforme beaucoup de modernisation, de fluidification des échanges et donc d'amélioration de compétitivité. Donc, on est vraiment sur une volonté de faire quelque chose qui soit positif à la fois pour les entreprises et pour l'économie en général. Cette réforme, elle ne bouleverse pas le code de commerce, elle ne bouleverse pas non plus les règles d'imposition à la TVA. Le cœur de la réforme, c'est une modification du processus de transmission des factures et de circulation de l'information. Donc, c'est vrai que c'est un moment clé, là, en ce moment, pour revoir les procédures de gestion, revoir éventuellement les services administratifs qui s'occupent de ça dans chacune de vos entreprises, de simplifier tous ces process et de les sécuriser. Donc, la notion de sécurisation des échanges et de l'informatique, c'est quelque chose qui est très important dans la réforme. Les échanges vont être traçables et le gros avantage, c'est que l'information sera partagée. Il y aura un cycle de vie partagé. Chacun va pouvoir savoir, donc de côté le client, de l'autre le fournisseur, à quel moment la facture a été reçue, à quel moment elle a aboyé déjà au départ, à quel moment elle a été reçue, si elle a été acceptée, refusée, payée, etc. C'est une réforme importante non seulement sur le fond, mais par le nombre de personnes concernées, puisque c'est 10 millions d'acteurs économiques et un volume cible à peu près de 4 milliards de factures. Donc, vous voyez que c'est conséquent. Alors, donc, on va passer sur la 6, si tu y es là déjà. Donc, cette réforme aussi, c'est bon, cette réforme aussi, c'est une façon pour la France d'avancer dans la compatibilité de notre organisation juridique et fiscale avec la directive VIDA. Donc, c'est une directive européenne qui vise à améliorer à la fois la transmission des factures, la transparence fiscale et la lutte contre la fraude à la TVA au niveau communautaire. Le sujet de la ressource TVA est un sujet important en termes de ressources et donc, bien entendu, la volonté de tous les États, c'est de contenir au maximum la fraude et bien sûr de l'éviter. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à permettre à chaque entreprise, dans une seule et même opération, d'envoyer la facture, d'alimenter la comptabilité, de transmettre des données à l'administration et à terme, il y aura un pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, vous voyez que avec cette organisation, on va simplifier les procédures, donc éviter les doubles saisies, éviter les erreurs et au final gagner du temps. La différence de coût entre une facture papier et une facture dématérialisée, elle est pratiquement de 1 à 7. Donc, vous voyez qu'en termes d'économie de gestion, on est sur quelque chose qui est appréciable. Donc, quels vont être les bénéfices de la facturation électronique? Alors, plusieurs volets. Renforcer la compétitivité des entreprises, j'en ai parlé à l'instant, diminuer les charges administratives, puisque déjà, vous aurez un seul accès, j'y reviendrai après, avec le circuit de transmission des factures, vous aurez un accès unique aux factures de vos fournisseurs, donc ça va diminuer vos charges, vous n'aurez pas à vous connecter à plusieurs serveurs. Ça va simplifier les obligations déclaratives, puisqu'à terme, on aura des déclarations de TVA qui seront pré-remplies. Ça va aussi
permettre pour ceux qui sont concernés d'accélérer les délais de demande de remboursement de crédit de TVA. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et de lutter contre la fraude fiscale, je l'ai déjà dit aussi. Alors, dans les volets de la réforme, on le verra tout à l'heure, il y a plusieurs choses, dont un volet qui est important, on y reviendra, qui s'appelle le e-reporting, qui est une façon de transmettre des informations à l'administration fiscale, des informations qui sont calées sur ce que vous déclarez en matière de TVA. Donc ça, pourquoi on a fait ça? C'est pour permettre, évidemment, d'avoir plus d'informations pour lutter contre la fraude, mais c'est aussi un objectif de meilleure connaissance de l'économie, de connaissance en temps réel de l'activité pour mieux piloter les politiques publiques. Et c'est aussi avec ce qu'on appelle des lacs de données, donc qui vont être alimentés par ces données que vous allez envoyer dans le cadre du e-reporting. Ça va permettre d'accorder à certains opérateurs, alors dans le respect du secret professionnel bien entendu, un accès à ces données qui sont très très utiles pour piloter les politiques économiques, pour mettre en œuvre des projets. Voilà le contexte dans lequel nous sommes et les sommes et les bénéfices attendus. Pour la fraude, juste pour vous donner une idée de l'impact qu'on attend de cette réforme, la fraude à la TVA sur un an, c'est évalué entre 6 et 12 milliards d'euros. Donc, vous voyez que pour améliorer la trésorerie, les rentrées des ressources fiscales et éviter peut-être d'en mettre de nouvelles, eh bien, on a tout intérêt à avoir une assiette et une remontée de la TVA qui soit la plus fiabilisée possible. Donc, gain de gestion, gain de productivité. On attend aussi de la réforme une amélioration de la trésorerie de chaque entreprise. Je vous disais tout à l'heure que jusqu'à présent, on n'a pas de date certaine, il n'y a pas de validation précise des dates d'envoi des factures. Avec la facturation électronique, ça sera possible. Donc, la facture sera horodatée quand vous l'enverrez sur la plateforme agréée. On va revenir tout à l'heure sur les plateformes agréées. Donc, ça veut dire qu'on va supprimer tous les petits conflits qui peuvent exister actuellement sur la remarque, moi, je n'ai pas reçu la facture, ou alors, je l'ai reçue, mais je ne l'ai pas traitée parce qu'elle n'était pas conforme, la quantité n'était pas la bonne, le prix n'était pas le bon. Donc, avec la facturation électronique, tout ça, ça va disparaître parce qu'en temps réel, la personne, le client qui va recevoir la facture, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va le signaler tout de suite. Il va recevoir le flux et il va dire, là, le prix n'est pas bon ou voilà, ça ne correspond pas à nos accords et vous le saurez tout de suite. Les retards de paiement, donc on attend une amélioration des délais de paiement. Les retards de paiement, c'est évalué par la Banque de France à environ 15 milliards d'euros par an. Donc, vous voyez que ne serait-ce qu'un jour de gagné, c'est quelque chose qui sera vraiment appréciable. Et puis, donc j'en ai parlé tout à l'heure, une simplification des obligations déclaratives avec, à terme, un pré-remplissage de déclaration de TVA. En fait, c'est un peu la même logique que ce que chacun d'entre vous a connu pour l'impôt sur le revenu, où au fur et à mesure, il y a de plus en plus de revenus qui sont déjà pré-remplis dans vos déclarations annuelles d'impôt sur le revenu, et vous avez un prélèvement à la source. On est un peu dans la même logique de simplification et de remontée de l'information plus en temps réel. Donc, on va venir un peu plus précisément sur qu'est-ce qu'une facture électronique. Alors, ce n'est pas un document PDF envoyé par mail. Vous voyez que toute cette réforme, elle a pour but d'avoir des informations qui circulent de façon la plus fluide possible entre les différents intervenants. Donc, ça veut dire qu'une facture électronique, elle doit pouvoir être exploitée électroniquement. Donc, elle a des données structurées qui vont être utilisées dès le moment de l'émission, au cours de la transmission et au cours de la réception. Donc, vous avez sur cette vue, alors sur la droite, quelque chose qui est un peu, pas facile à lire, ça, c'est les données structurées. Mais quand vous recevrez une facture dématérialisée, électronique, vous aurez une version lisible qui ressemblera beaucoup à ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Donc, de ce côté-là, ça ne sera pas un bouleversement important, mais par contre, pour ceux qui restaient sur des formats PDF ou des formats Excel, il va falloir se mettre en conformité. Donc, il va falloir voir avec soit votre fournisseur de logiciels, soit votre comptable,
comment se joue la compatibilité avec votre logiciel comptable pour que vous puissiez respecter les obligations de la facturation électronique sur les mentions qui doivent y figurer. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Si vous entendez parler de la norme PEPOL, je vous disais que cette réforme elle a une connotation européenne importante. Au niveau européen, cette norme PEPOL, donc elle est la liste d'un standard d'échange qui doit être respecté pour que les factures puissent circuler entre les différents pays. La réforme de la facturation électronique s'insère pleinement dans ce dispositif de norme PEPOL. Voilà, juste une petite parenthèse. Quelles vont être les données structurées? Donc, quel est le contenu de la facture électronique? Alors, je vous disais au tout début, on ne change pas le code de commerce, on ne change pas tout l'environnement juridique. Donc, la plupart des mentions qui sont sur la facture électronique sont des mentions tout à fait habituelles que vous connaissez déjà. On y ajoutera seulement le numéro sirène, parce que ça va être avec le numéro sirène que tout va pouvoir être véhiculé. Ça va être l'identifiant choisi pour la circulation des flux. La catégorie de l'opération, c'est-à-dire vente ou prestation de service, puisque ça va déterminer la nature précise de l'obligation qu'il va falloir enclencher. L'option ou pas pour la TVA sur les débits, puisque ça change la date d'exigibilité de la TVA. L'adresse de livraison du bien, si elle est différente de l'adresse de facturation, ça, c'est pour prendre en compte les sujets de territorialité pour les opérations internationales. Donc, au total, on a 34 données qui vont être obligatoirement structurées. Là, j'ouvre aussi une parenthèse pour vous dire que la réforme de la facturation électronique est la résultante d'une co-construction et d'une concertation importante entre l'administration et ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire les professionnels du chiffre, les éditeurs de logiciels, les fédérations professionnelles. Donc, il y a eu beaucoup de groupes de travail qui se sont réunis et au cours desquels il y a eu des échanges très nourris pour arriver à un projet qui tienne le plus possible compte des desiderata, des besoins des uns et des autres. Alors, ça va, et là j'ouvre une parenthèse, mais très très brève, jusqu'à la définition de ce qu'on appelle des cas d'usage. C'est-à-dire que l'AFNOR, suite au groupe de travail, a publié un certain nombre de schémas qui sont le descriptif de la façon dont il va falloir faire des opérations en comptabilité, parce qu'elles sont particulières, etc. Et donc, il a fallu un peu les mettre en musique par rapport à la facturation électronique. C'est le cas, par exemple, pour les notes de restaurant, de savoir, selon si c'est l'entreprise qui paye directement le restaurateur ou si la personne qui va au restaurant fait une note de frais. Donc, tout ça, ça méritait d'être un petit peu précisé au regard de la facturation électronique, et ça, c'est fait dans des groupes de travail, et tout ça est public sur l'AFNOR. Voilà. Alors, quelles sont les entités concernées? La réforme de la facturation électronique, elle est très, très large. Elle est d'une application très, très large. C'est-à-dire que toute personne qui réalise une activité économique de manière habituelle et à titre indépendant est concernée par la réforme de la facturation électronique. Ce que je viens de vous dire, c'est la définition du champ d'application de la TVA. Donc, toutes les entreprises, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, quelle que soit la forme juridique, sont concernées à partir du moment où elles sont une activité économique indépendante à titre habituel. Ce qui veut dire que, quelquefois, il peut arriver qu'une activité, une entreprise soit assujettie à la TVA, elle répond à la définition que je viens de donner. Néanmoins, compte tenu de la modicité du chiffre d'affaires réalisé, elle n'en est pas concrètement redevable parce qu'elle ne dépasse pas un certain seuil. Néanmoins, cette entreprise va être concernée par la facturation électronique au minimum pour pouvoir recevoir les factures de ses fournisseurs. Ce projet a quelque chose de structurant, c'est que c'est comme une chaîne. Donc, il faut que tous les maillons soient présents pour que la chaîne arrive à bonne fin. Donc, il faut que tout le monde y entre, qu'il n'y ait pas de facture qui tombe dans un trou noir, entre guillemets, parce que la personne n'aura pas choisi de plateforme agréée pour lui permettre de recevoir la facture. Donc, même ceux
qui ne facturent pas concrètement sur leur facture de la TVA parce qu'ils sont en franchise vont devoir respecter ces obligations de la facturation électronique. Et puis, ne serait-ce que parce que le fait que leur chiffre d'affaires peut évoluer et qu'ils pourraient tomber un jour ou l'autre donc dans une exigibilité complète de la TVA. Donc, un champ très, très large. Comment va-t-on faire pour savoir si une entreprise est ou pas dans le champ d'application de la TVA? Donc, on va consulter l'annuaire. Donc, pour savoir si on doit faire vraiment une facturation électronique, on va devoir consulter donc, cette base de données qui s'appelle l'annuaire. J'y reviendrai un peu plus loin. Alors, donc, le périmètre de la réforme. En réalité, dans la facturation électronique, il y a 3 volets que vous voyez là sur la vue. Le premier, c'est l'obligation de facturation électronique proprement dite, qu'on appelle aussi e-invoicing, c'est-à-dire il faut vraiment envoyer une facture en bonne et due forme selon les règles de la facturation électronique. Ça va concerner les transactions domestiques. Transactions domestiques, ça veut dire sur le territoire de la France nationale, réalisées entre assujettis. Donc, ça veut dire entre entreprises. Donc, il y aura une facture électronique envoyée avec la forme que j'ai présentée tout à l'heure et en même temps, transmission à l'administration des données de facturation, parce que je vous disais qu'on va récupérer de la donnée. Ensuite, le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le e-reporting. Alors, sur le premier, oui, je n'ai pas dit, quelquefois, vous verrez écrit B2B, ça veut dire business to business. Alors, le deuxième volet, qu'on appelle aussi e-reporting, c'est le B2C. Donc, c'est business to customer. Je crois que je suis sur celle-là. C'est vrai. Je suis sur celle-là. Donc, business to customer, ça veut dire que quand vous avez une opération, que ce soit des achats ou des ventes de biens ou des prestations de services qui sont destinées à des particuliers, vous allez avoir une obligation de transmission de données. C'est-à-dire que, en particulier, vous ne lui faites pas une facture selon les règles du code de commerce, vous pouvez lui faire juste un ticket de caisse, voilà, c'est plus simplifié, on va dire. Mais néanmoins, il faudra faire du e-reporting. Alors, ce e-reporting, pour vous donner une image parlante, c'est comme un Z de caisse. Donc, ça veut dire que à la fin de la journée, en tout cas, à la fin, il faudra le rentrer dans votre comptabilité comme un Z de caisse tous les jours. Et ensuite, à intervalles réguliers, on y reviendra par la suite, transmettre ces informations à l'administration, mais en masse. Donc, ce sera le total du chiffre d'affaires réalisé par type d'opération, donc vente ou prestation de services, et par taux de TVA. Cet e-reporting, il va aussi concerner les opérations qui sont réalisées avec des assujettis établis hors de France. Donc, ça peut être des opérations internationales ou des opérations européennes. Et enfin, le troisième volet, c'est la transmission des données de paiement. Et ça concerne les prestations de services, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles l'exigibilité de la TVA est à l'encaissement. Alors, on va poursuivre un peu. La suivante. Données pour le reporting, c'est ça? Oui. On va être sur la 17. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, quelles sont les données précisément pour le e-reporting? Donc, pour le e-reporting, donc qui concerne les opérations avec des particuliers ou les opérations à l'international, vous voyez donc sur l'écran, ce sont des données qui vont être en masse, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc par journée et par taux de TVA. En matière de B2B international, c'est-à-dire business to business, là, on va avoir des obligations un peu plus importantes puisqu'on a affaire à un professionnel, à un commerçant. Donc, on va avoir les données identiques à celles qui sont transmises dans le cadre de la facturation électronique, donc toutes les données de facture. Mais ça ne sera pas une facture électronique proprement dit, ce sera juste du e-reporting. Alors, on va continuer un petit peu. Quelle va être la fréquence d'envoi de ces informations?
Pour la rédaction de vos factures, je vous disais au tout début, on ne change pas le code de commerce, on ne change rien aux relations contractuelles entre les entreprises. Ça veut dire que vous allez faire vos factures à la même périodicité que celles que vous faites aujourd'hui et que vous allez les transmettre en temps réel à la plateforme agréée que vous aurez choisie. Et c'est cette plateforme agréée, ça sera un petit peu plus clair tout à l'heure quand on viendra sur les schémas. Donc, c'est cette plateforme agréée qui va véhiculer le flux, qui va envoyer le flux. Pour les flux de factures électroniques vers les clients, bien entendu, ça va être fait en temps réel. Mais ensuite, il va falloir transmettre toutes ces données de transaction ou de paiement à l'administration, donc à un concentrateur de données. Et là, ça va être une fréquence donc, que vous avez à l'écran qui est plus importante pour les entreprises. Alors, vous verrez le détail, vous recevrez le support. La fréquence est plus importante pour les entreprises qui ont un gros chiffre d'affaires. Pour les plus petites, ça peut être des fréquences par décade ou tous les 2 mois. Voilà. Alors, maintenant, on va illustrer. Je vais passer la parole aux autres personnes qui sont autour de la table. Donc, on va illustrer ce qu'on vient de dire avec les cas qui sont le plus fréquents dans le monde de l'agriculture. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Du coup, on ne vous voyait pas jusqu'à présent. Désolé pour le petit problème technique. Est-ce que vous pouvez couper le son ? Du coup, on va s'occuper de la partie un peu plus segmentée agriculture. N'hésitez pas aussi à poser des questions au fur et à mesure sur le forum. Je ne sais pas si c'était dit ou je ne sais plus. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On a du coup 2 personnes qui s'occupent de regrouper les questions. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes. Donc voilà, avec plaisir, on y répondra à la fin. Alors, concernant l'autofacturation par les coopératives agricoles, ce qu'il faut voir, alors déjà sur la partie choix de la plateforme agréée, il faut surtout, on le martèle, choisir une plateforme, oui, mais choisir une plateforme qui est adaptée à votre cas d'usage. Je pense notamment à nos amis apporteurs, où il y a une particularité au niveau de la facturation. Quand vous apportez à une coopérative, peu importe si vous êtes en vitis, si vous faites du lait, voilà, peu importe le secteur d'activité, bien prendre en compte qu'il faut une plateforme agréée qui gère l'autofacturation, parce que c'est ce qu'on appelle une facture à double flux. Je parle sous la tutelle de Madame Blanc de la DGFiP. Donc voilà, c'est une facture très particulière. Et par expérience, pas toutes les plateformes peuvent gérer ce double flux. Donc voilà, regardez bien sur les éditeurs de logiciels ou les plateformes avec lesquelles vous pouvez signer, qu'elle envisage bien ce cas d'usage, qu'on appelle un cas d'usage. Voilà. Si vous voulez ajouter quelque chose, Madame Blanc. Oui, alors justement, voilà, c'est bon. Du coup, je vais là faire un petit développement, peut-être par anticipation, sur les plateformes agréées. Donc, les plateformes agréées, c'est donc, je disais tout à l'heure, c'est elles qui vont permettre de véhiculer les flux, qui vont gérer les envois des flux et les réceptions des flux pour chacun. Donc, c'est absolument obligatoire d'adhérer à une plateforme agréée. Au tout départ, je vous ai dit aussi que ce dispositif avait été co-construit, qu'il y avait beaucoup de groupes de travail. Au tout départ, il était prévu qu'il y ait une coexistence entre une offre publique de l'État et une offre privée de la part de plateformes qui sont des entreprises privées et qui sont agréées par l'administration. Et puis, au fur et à mesure du projet, on s'est aperçu qu'il y avait un intérêt à avoir le plus possible de services personnalisés selon les secteurs d'activité et selon les besoins des entreprises. Et c'est pourquoi, en définitive, on a choisi
de ne pas avoir de plateforme publique qui aurait été quand même, je dirais, assez basique, avec une structure et une offre de services commune à tout le monde, donc qui aurait été, on va dire, le plus petit dénominateur commun, et donc au profit d'entreprises privées, d'une offre privée, que sont donc les plateformes agréées, qui sont actuellement au nombre entre 100 et 150, à plus près de 150 que de 100, et qui, elles, se spécialisent par ce que disait tout à l'heure, on disait tout à l'heure, par cas d'usage. Donc, ça veut dire que vous pouvez trouver une plateforme qui corresponde le plus possible à vos besoins propres. Toutes les plateformes ne traitent pas de tous les cas d'usage. Il y a des choses qui sont assez particulières, des entreprises qui ont des façons de facturer très particulières, et singulièrement dans l'agriculture, c'est le cas. Eh bien, il y a des plateformes qui se sont spécialisées, et du coup, vous aurez la possibilité d'avoir un bouquet de services qui correspondent le plus possible à vos besoins en exerçant ce choix de plateforme. Vous reprenez? Oui. Alors, au niveau de l'achat et de la vente sur une même facture, c'est vrai que parfois, je vais résumer un peu la slide, la fiche. C'est vrai que parfois, sur une facture de coopérative, on peut avoir la particularité d'avoir une transaction de vente et une transaction d'achat, ce qui est à nouveau très particulier. Sous couvert du coup de nos amis des impôts, sur cette facture, il faut vraiment que la plateforme du coup aussi le prévoit, que les deux flux apparaissent bien sur la facture. Voilà. C'est une double vente. Voilà. Exactement, oui. Avec le déploiement de la réforme, on va se retrouver avec 2 factures électroniques qui seront nécessaires. Une facture de la vente de lait par l'agriculteur et une vente de produits sanitaires par la coopérative à l'agriculteur. Donc, effectivement, on va retrouver deux facturations différentes et avec une organisation bien définie. Donc, l'impact sur la compensation, avec des factures qui incluent les achats et les ventes, le paiement, il se fait par compensation. C'est souvent le cas donc, pour nos coopérateurs. On peut retrouver, par exemple, un décompte de la coopérative où on va retrouver les acomptes qui ont été versés et on va retrouver également les frais qui ont été engagés, la souscription de parts, etc. Et donc, il y a un paiement global qui se fait à la fin. Donc, on appelle ça un paiement par compensation. Voilà. Donc, l'intégralité de cette prestation doit être déclarée comme payée, même si le paiement est moindre du fait de la compensation. Donc, toutes ces données, bien évidemment, remonteront directement sur la plateforme et seront transmises à la DGFiP en temps réel. Donc, le suivant. Oui, alors les entreprises agricoles ayant des clients et des fournisseurs à l'étranger. Voilà. Donc, pour les achats de biens et de services, si le fournisseur est établi au sein de l'UE, donc un éleveur d'ovins qui achèterait des moutons à un fournisseur espagnol, ça rentre dans le e-reporting des transactions. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez. Alors, donc là, on est en train de parler donc d'une AIC, c'est-à-dire acquisition intracommunautaire. Donc, c'est l'acquéreur qui est redevable de la TVA. Donc, on va être sur cette règle-là. Donc, si on suppose que vous êtes l'acheteur, donc vous allez être concerné. Mais on va être dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le deuxième volet de l'obligation de la facturation électronique, c'est-à-dire le e-reporting, l'envoi périodique d'informations en masse, donc de chiffre d'affaires par taux de TVA. En fait, le e-reporting, il va être beaucoup utilisé dans le secteur agricole. On va par exemple prendre l'exemple d'un simple maraîcher qui est sur le marché, qui fait ses ventes, qui vend en direct aux particuliers. Et lui, son obligation principalement à ce maraîcher, ce sera d'avoir un outil de e-reporting lui permettant d'aller rentrer
ces recettes journalières en mentionnant juste les différents taux de TVA qui impacteront évidemment la déclaration de TVA. Et voilà, son obligation, elle se cantonnera, elle se résumera à ce reporting de chiffre d'affaires. Néanmoins, on a des agriculteurs qui peuvent être par exemple des domaines viticoles et qui peuvent avoir des ventes directes au caveau. Donc là, on va être dans le cas du e-reporting, mais qui peuvent également vendre du vin à des structures. Donc là, on repasserait en B2B, c'est-à-dire en vendant tout simplement des cartons de bouteilles à des restaurants. Et là, ces personnes-là devront passer également par un outil de facturation. Donc, ce genre d'articulation de profession, qu'il y ait une vente directe aux particuliers et qu'il y ait aussi de la vente aux professionnels, devront avoir deux outils différents, c'est-à-dire un outil de e-reporting et un outil de facturation électronique qui puisse permettre le transfert des données sur la plateforme. Alors, tout ça, aujourd'hui, on vous le décortique de façon précise pour que vous compreniez bien. Mais en réalité, quand vous allez adhérer à une plateforme agréée, vous enverrez vos flux à la plateforme, comme vous pouvez envoyer des flux de comptabilité, voilà, et ça va être transparent pour vous. Après tout ça, ça va devenir plutôt naturel. Et d'ailleurs, c'est la plateforme agréée qui doit mettre en place ce qu'il faut pour aller interroger l'annuaire et pour savoir quelle est l'obligation qu'elle doit enclencher. Est-ce qu'elle doit transmettre un flux de factures électroniques ou est-ce qu'elle doit faire un e-reporting? Voilà, donc tout ça, là aujourd'hui, on vous l'explique bon, de façon, c'est un petit peu dense, mais après, tout ça, ça va venir très naturellement. Est-ce que vous passez à la vue suivante? Oui. Le cas numéro 4. Donc, quel traitement Continue sur les obligations que vous connaissiez jusqu'à présent. Donc, les deux parties vont continuer à respecter leurs obligations de leur contrat, comme c'était le cas jusqu'à présent. Il n'y aura pas à surajouter une facturation électronique. Est-ce que tu peux de nouveau répéter la première phrase que le micro était coupé, désolé, problème technique du coup. Ah, d'accord. C'est tout simplement la personne, le bailleur de biens rural n'aura pas d'obligation de transmettre une facture sous format électronique. Les relations continueront à être comme elles se faisaient auparavant par le biais du versement du fermage. Voilà. Je commente quand même le photovoltaïque. Alors, s'agissant de l'installation du photovoltaïque, et là, on va parler uniquement des particules. Il y a des structures des agriculteurs qui ont aussi une structure BIC de photovoltaïque. Et là, ces structures-là, à partir du moment où vous avez un numéro SIRET et que voilà, vous remplissez les obligations, vous serez en facturation électronique. Mais là, on parle vraiment que des particuliers qui ont une installation photovoltaïque chez eux. Donc, si l'installation est inférieure ou égale à 3 kW de crête, donc évidemment, ils ne disposent pas de numéro de sirène et donc ils n'auront pas à remplir cette obligation. Je crois que c'est au-delà de 9 kW crête où ils auront l'obligation de
souscrire à l'obligation de la facturation électronique. L'application de la TVA, elle est graduelle pour ce type d'activité. Donc, en dessous de 3 kWh, il n'y a pas de facturation de TVA. Entre 3 et 9, même si on ne l'a pas détaillé sur cette vue, en fait, il y a une possibilité d'option. Si l'entreprise, enfin, si le producteur d'électricité photovoltaïque trouve opportun pour lui de récupérer la TVA, eh bien, à ce moment-là, il peut opter pour la TVA, bon, sous réserve qu'il ait un numéro de sirène, bien sûr. Et ensuite, au-delà de 9 kWh de production, là, on est de plein droit dans l'ensemble des obligations de la TVA, dont la facturation électronique. Vous pouvez passer à la vue 5. Oui, alors je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure pour les coopératives, effectivement, on avait parlé de la souscription de parts, mais uniquement quand c'est au sein de l'autofacturation. Là, pour une souscription de parts sociales ou une opération financière, bien évidemment, ça ne se situe pas dans le champ de la TVA. C'est hors du périmètre de la réforme, puisque toutes les opérations financières n'entrent pas dans le champ de la TVA et donc, par définition, de la facturation électronique. Voilà. Seules les souscriptions de parts au sein des coopératives figureront peut-être sur les documents transmis, mais ça n'aura pas d'impact sur la facturation électronique. Et enfin, les factures périodiques. Voilà. Et ensuite, les factures périodiques ou récapitulatives. Là, on serait plus peut-être dans le cas des activités qui pourraient proposer des prestations agricoles avec des périodicités étalées. Voilà. Donc, il y a une possibilité de faire une seule facture avec une période d'1 mois, mentionnant bien évidemment chaque opération effectuée sur la période sera mentionnée sur la ligne de facture. Mais il sera possible de regrouper cette facturation sur un mois. Je pense notamment peut-être à ceux qui interviennent au sein des exploitations, peut-être pour les vendanges et qui interviennent plusieurs fois, qui font plusieurs interventions. Au lieu de faire une facturation à chaque fois, ils pourront peut-être faire une seule facture par mois, donc principalement pour les ETA, les entreprises de travaux agricoles. Alors, je reprends la main pour continuer à vous expliquer donc, les grands principes de cette réforme. Alors, voilà, le circuit de transmission des factures. Donc, vous voyez, vous avez les définitions qui sont sur la partie gauche. Alors, les entreprises, les plateformes, bon, ça, vous savez, les plateformes agréées, donc, ce sont des intermédiaires qui sont donc les seuls à pouvoir véhiculer les flux de factures, donc, entre les entreprises, et aussi à pouvoir alimenter le concentrateur que vous avez au milieu. Donc, les solutions compatibles qu'on voit, les petits intermédiaires au milieu, c'est soit vos logiciels qui sont compatibles pour envoyer, vos logiciels comptables qui sont compatibles pour envoyer des factures électroniques et qui ont déjà été adaptés, soit ça peut être, quelquefois ça peut arriver que l'entreprise fasse appel à un prestataire qui gère pour lui certaines opérations de comptabilité ou de gestion, donc il va avoir sa place dans le circuit, l'entreprise va transmettre sa facture à son intermédiaire qui lui la transmettra à la plateforme. Donc, vous voyez les différents, tout en haut, les différents flux de factures. En dessous, vous avez l'annuaire. Donc, l'annuaire qui sert aussi de concentrateur de données. Donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Donc, l'annuaire, c'est un fichier qui est tenu par l'administration. L'accès se fait par le numéro sirène. Et donc, on va avoir, à côté du numéro sirène de l'entreprise, on va avoir la plateforme agréée qui a été choisie, et l'adresse de facturation, puisque bien sûr, il faut une adresse dématérialisée pour la facturation. Vous pouvez d'ailleurs, même si vous avez plusieurs services comptables ou plusieurs activités, vous pouvez choisir plusieurs adresses de facturation. Donc, tout ça est assez libre. Donc, il y a obligation, et alors, donc, annuaire des entreprises et concentrateur de données, c'est-à-dire que les données de facturation, en même temps, quand il y a une facture électronique, en même temps qu'elles arrivent au client, elles passent dans le concentrateur de données, et le e-reporting dont on a parlé tout à l'heure, en fait, le e-reporting, la partie tout en haut du schéma n'existe pas,
puisqu'il n'y a pas vraiment de facture électronique, mais il y a une transmission de données qui s'appelle le e-reporting, et donc qui passe au concentrateur de données, qui ensuite redonne ces informations à l'administration fiscale, qui est tout en bas du schéma. Donc, l'entreprise a l'obligation de passer par une plateforme agréée pour échanger ses factures, hein. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. L'administration, quand elle reçoit les données, elle ne récupère que certaines données. Elle ne voit pas des données qui peuvent être confidentielles ou des données qui sont personnelles. Alors, outre le fait qu'au-delà des données structurées, vous pouvez rajouter des choses qui vous sont propres, des logos, des messages particuliers. Donc, ça, c'est toujours ouvert comme possibilité. Ça ne sera pas transmis à l'administration. Donc, il n'y a vraiment que les 34 données structurées que je vous ai exposées tout à l'heure. Donc, voilà, cet annuaire, c'est un référentiel. Donc, consultation de l'annuaire. Tout le monde peut consulter l'annuaire pour vérifier si une entreprise est concernée ou pas par la facturation électronique. Et, bien entendu, c'est la plateforme qui va devoir consulter l'annuaire pour retrouver les adresses de facturation et pour retrouver quelle va être l'obligation à enclencher pour cette personne-là. Donc, soit envoyer la facture ou envoyer simplement le e-reporting. Pourquoi c'est important, ça, le choix de la plateforme? Parce que l'obligation de recevoir des factures sous forme dématérialisée, elle est active pour toutes les entreprises dès le 1er septembre 2026. Voilà. Donc là, c'est le moment crucial pour chacun et chacune d'entre vous pour choisir sa plateforme parce que ce sera nécessaire dès le 1er septembre pour pouvoir recevoir des factures. À cette même date, alors il y aura tout à l'heure une vue sur le calendrier, mais je pense que c'est utile de vider ce sujet-là tout de suite. À cette même date, ne sont concernés pour l'émission de factures électroniques que les plus grosses entreprises. Pour les plus petites, il y a encore 1 an pour travailler sur ce projet, pour devoir émettre des factures électroniques. Donc, pour les plus petites entreprises, et je pense que la plupart de notre auditoire est dans ce segment-là, au 1er septembre 2026, vous devez avoir choisi une plateforme pour recevoir les factures de vos fournisseurs et vous avez jusqu'au 1er septembre 2027 pour émettre des factures de façon électronique par l'intermédiaire de la plateforme. Donc, voilà, nous en sommes aujourd'hui. Alors, le service annuaire, il a été ouvert par anticipation pour permettre à chacun de regarder s'il y est ou pas, voilà. Donc, ça indique la plateforme qui gère les données et les adresses de facturation. Pour choisir votre plateforme agréée, ça c'est quelque chose aussi qui est le fruit de la concertation. C'est la plateforme agréée qui va se connecter à l'annuaire pour signifier qu'elle a été choisie par un client, par une entreprise donnée. Donc, il faut que ce soit sécurisé. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs plateformes qui se revendiquent comme étant la plateforme choisie par un client. Ce qui veut dire qu'on a ajouté en cours de construction du projet, cette obligation de désigner de façon formelle votre plateforme agréée. Donc, il faudra vraiment votre signature pour dire ben, j'ai choisi la plateforme X, Y ou Z. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. C'est une question de sécurisation. Alors, le rôle des plateformes agréées, donc en fait, j'en ai parlé au moment où j'ai présenté le schéma. Donc, elles ont une obligation de s'assurer de la conformité. C'est vraiment la colonne vertébrale du dispositif. Donc, elles vont vérifier que la facture est bien dans les formes prescrites. Elles vont faire l'émission, la réception et gérer le cycle de vie de la facture. Donc, ce que je disais au début, l'information est partagée. Donc, tous ceux qui interviennent dans une opération commerciale vont pouvoir consulter sur leur plateforme et voir où en est le cheminement de la facture. Donc, on va pouvoir vérifier le cycle de vie et pouvoir extraire des données. Donc, ça, c'est la plateforme qui le fera, transmettre au concentrateur. Donc, la plateforme, elle a l'obligation de s'assurer de la véracité et du caractère correct des informations qu'elle véhicule.
Donc, ces plateformes, elles sont agréées par l'État, donc elles doivent être immatriculées, elles doivent respecter un cahier des charges, elles doivent respecter un audit annuel. Et puis, je vous disais tout à l'heure, elles sont environ au nombre de 150, et tout ça, ça permet de couvrir la diversité des besoins des entreprises. Les plateformes ont pu rentrer récemment, alors je crois que c'était en début d'année, début de cette année, dans une phase pilote. Donc, tous ces schémas, toutes ces transmissions, tous ces flux sont en phase de test avec des plateformes et des entreprises qui ont été volontaires. Je rajoute un élément en complément sur ce point qui m'avait frappé. Sachez qu'il n'a pas été exigé que ce soit uniquement des entreprises françaises avec des localisations de leurs données en France qui puissent être agréées. Ça veut dire que vous avez un certain nombre d'entreprises françaises avec des localisations françaises données qui sont dans le panel des entreprises retenues, mais néanmoins, il y a des entreprises qui ont été agréées qui sont étrangères. Certaines d'entre elles ont leurs données qui sont localisées à l'étranger. Donc, ça fait partie dans ce que vous devez arbitrer dans vos choix. Ça peut être un élément qu'on porte à votre attention dans vos critères de choix. Ça peut être intéressant pour vous de savoir est-ce que votre activité, vous souhaitez que l'opérateur soit étranger? Est-ce que ça vous dérange ou pas? Est-ce que le fait que les données soient étrangères, ça pose un problème ou pas? Si elles sont dans l'Union, voire hors de l'Union, tout ça, ça fait partie des éléments que vous pouvez être amené à examiner. Voilà. Alors, je vais faire aussi un petit paragraphe sur la sécurisation des données. C'est quelque chose qui a été vraiment très important et qui a été intégré dans le cahier des charges des plateformes, que les données puissent être sécurisées. Et aussi alors, il y a des systèmes de double authentification, etc. Donc, il y a des exigences qui sont assez élevées. Il est apparu aussi que le fait qu'on n'ait pas un seul concentrateur de données, un seul portail public, mais plusieurs plateformes agréées, était de nature à diminuer le risque d'anomalies, de fuite de données, etc. Plus une informatique est répartie, moins elle est sensible au risque de piratage. Donc ça fait partie des arguments. Pour assurer la sécurité et le confort, on va dire, des utilisateurs, on a prévu, et ça aussi, ça s'est fait au fur et à mesure de l'avancement du projet et de la concertation, on a prévu des règles de portabilité. C'est-à-dire que si vous voulez ou vous avez une nécessité de changer de plateforme agréée, l'ancienne plateforme agréée doit conserver le service pendant une durée de 1 an. Donc, c'est une durée qui est suffisamment longue pour qu'on puisse sortir toutes les factures d'un circuit. Imaginez qu'il y a une facture qui a été refusée, etc. Donc, ça laisse le temps de la gérer. Donc, il y a eu vraiment une volonté de vous donner le plus de sécurité juridique possible. C'est au suivant. Donc, voilà, ça, je l'ai déjà dit, en fait. Donc, les plateformes, elles font l'objet d'un cahier des charges, elles sont immatriculées. Voilà. Alors, le dernier volet, comment vous aider aujourd'hui à prendre les décisions que vous devez prendre, notamment pour le choix de la plateforme. Alors pour ça, vous avez des labels qui ont été mis en place par l'État. Donc, solutions compatibles, alors ça, c'est pour les logiciels qui ont d'ores et déjà été adaptés à la facturation électronique. Donc, voilà. Et puis, plateforme agréée, donc ça, c'est pour les entreprises qui offrent le service de plateforme agréée et qui ont déjà été, comment dire, qui sont passés par l'immatriculation auprès de l'administration. Alors, ensuite, ce qu'on vous propose, c'est, pour faire vos choix, d'avoir une démarche méthodologique un peu, comment dire, cadencée par un certain nombre de questions. La première de ces questions, c'est est-ce que je suis déjà équipé d'un logiciel? Voilà. Est-ce que j'ai déjà un logiciel de comptabilité? Et est-ce qu'il est compatible ou pas? Parce que vous en avez un certain nombre qui sont déjà compatibles pour la facturation électronique. Est-ce que je suis accompagné d'un comptable ou pas? Donc, votre comptable, c'est votre interlocuteur de premier choix. Donc, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Et puis aussi, il va pouvoir vous dire si par rapport aux outils qu'il utilise lui, il peut vous conseiller une plateforme plutôt qu'une autre. Il y a des fournisseurs de logiciels ou des cabinets comptables qui ont pris des accords avec certaines plateformes et ça facilite quand même la vie de l'entreprise que de s'y situer dans cette filière qui a été construite tout exprès. Donc, il faut se poser des questions,
sur ses propres besoins et et dialoguer vraiment avec ses interlocuteurs habituels. Voilà, donc il faut déterminer le nombre de factures que vous émettez, le nombre de factures que vous recevez, le budget que vous êtes prêt à consacrer à un changement de méthode, et puis comparer les offres. Alors, pour comparer les offres, vous avez vos interlocuteurs habituels. Si à un moment il y a une hésitation, vous avez aussi un site qui s'appelle le Grand Benchmark des plateformes agréées, qui a publié alors le site s'appelle, Invoicing Hub, et dans le site Invoicing Hub, vous avez une présentation comparative qui s'appelle le Grand Benchmark des plateformes agréées. Donc ça a été fait en avril dernier, c'est assez récent, et là vous avez, par batterie de critères, vous avez des présentations des différentes plateformes. Voilà, donc, puisque les plateformes, on l'a dit à plusieurs reprises, sont spécialisées. Je vais faire, mais alors très très rapidement, parce que en fait, je ne sais pas si dans l'auditoire, nous avons des personnes qui travaillent ou pas avec la sphère publique. Est-ce qu'on a des entreprises qui vendent? Oui, on en a. Bon, Oui, alors, sûr, donc, je vais vous donner les informations qui peuvent vous être utiles. En fait, le secteur public, il a été précurseur dans la dématérialisation des factures par le logiciel Chorus Pro. Donc, ceux qui travaillent avec le secteur public, vous avez dû déjà avoir affaire à Chorus Pro, c'est-à-dire que vous transmettez vos factures par l'intermédiaire de Chorus Pro. Chorus Pro a été choisi comme plateforme pour le secteur public. Donc, le secteur public qui est aussi concerné par la facturation électronique, quand il va émettre des factures, quand il est dans le domaine de la TVA, qui va émettre une facture électronique, il va le faire par Chorus Pro. Vous qui êtes fournisseur d'une entité publique, une collectivité locale, une commune, enfin tout ce qu'on veut, vous allez continuer à passer par Chorus Pro tant que vous n'avez pas d'obligation de choisir une plateforme pour émettre vos factures. Donc, vous continuez comme avant. Voilà, vous vous connectez sur Chorus Pro et vous allez mettre votre facture dématérialisée sur Chorus Pro. Après, en septembre 2027, quand vous serez dans l'obligation d'émission, eh bien, vous aurez une connexion qui va se faire vers la plateforme que vous avez choisie et c'est votre plateforme qui va transmettre à Chorus Pro. Mais pour le moment, voilà, pendant 1 an, vous avez encore le choix d'utiliser Chorus Pro. Alors, si vous êtes dans l'optique de choisir tout de suite une plateforme agréée pour émettre vos factures, ce que vous pouvez tout à fait faire, vous allez pouvoir utiliser, bien entendu, cette plateforme de votre choix pour envoyer vos factures à une collectivité plutôt que de faire le détour par Chorus Pro. Voilà. Par contre, la vue suivante, là, je vais passer très vite puisque ça concerne les opérateurs de la sphère publique. Donc, je vous disais, ils sont eux aussi concernés par la facture électronique. Le calendrier de déploiement, donc, c'est une confirmation de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, on a commencé à faire des tests depuis un certain temps. Donc notamment en février 2026, septembre 2026, avec 2 février à septembre, avec des phases d'expérimentation avec les plateformes volontaires. Donc, l'obligation de recevoir des factures pour toutes les entreprises, elle est à partir du 1er septembre 2026. Au 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, donc GE, ETI, devront aussi émettre les factures en format facturation électronique. Et au 1er septembre 2027, c'est une obligation complète pour toutes les entreprises, à la fois émettre et recevoir. Quel est l'accompagnement qu'on vous propose? Alors ça, c'est l'illustration de ce que j'ai dit à plusieurs reprises. C'est vraiment un dispositif participatif. Il y a beaucoup de relais. Donc, par exemple, la Chambre d'agriculture en fait partie, les cabinets comptables en font partie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est associés pour vous donner cette information. Donc, le but, c'est vraiment de partager l'information et puis d'avoir un produit qui soit le plus possible ajusté avec les besoins des entreprises. Vous pouvez aussi, bien entendu, aller sur impôts.gouv. Alors, le site est très bien fait, je trouve, bon, parce que c'est celui de mon administration, mais vous avez pas mal d'informations qui sont dessus. Vous avez des questions-réponses, et puis vous avez aussi, alors je crois qu'on a prévu, il y a
Oui, il y a le flash code sur la vue suivante. Vous avez aussi un petit logigramme qui vous permet en 4 questions de produire des conseils personnalisés pour vous, pour votre entreprise, pour savoir comment vous allez devoir mettre en application, mettre en œuvre la facturation électronique. Donc, c'est assez ludique, c'est pas mal, c'est assez pratique. Donc, voilà, je vous encourage pour ceux qui ont le loisir de le faire, d'aller le faire, c'est pas mal. Et l'accompagnement au niveau local, et après j'en aurai terminé, ce sera le moment des questions. Donc, avec les référents facturation électronique dont je fais partie, vos partenaires externes qu'on a aujourd'hui autour de la table. Voilà. Et puis, je fais aussi de la communication en interne pour l'administration. On va maintenant pouvoir passer à vos questions. J'espère qu'on pourra y répondre. On vous a mis sur la dernière revue les contacts utiles et notamment le numéro d'assistance usager qui a été ouvert par la DGFiP, le 0806 807 807. Donc, vous pouvez appeler. On a des centres d'appel qui se sont spécialisés un peu sur la facturation électronique, donc vous pouvez les joindre. Alors, les questions. Alors, on a une question de Julie qui part à la retraite en 2027 mais garde 1,20 hectare de parcelles de subsistance et elle pose la question, est-ce que je devrais continuer la facturation électronique? Alors, on avait déjà déjà évoqué cette histoire de facturage. Je vous laisse. Alors, non, Julie, parce que vous allez partir à la retraite et donc vous perdez la qualité d'exploitante. Donc, votre parcelle de subsistance, elle est conditionnée au fait que vous n'allez garder que 1,20 hectare. Donc, vous sortez vraiment, donc vous êtes en cessation d'activité. Et ce que vous allez récolter comme revenu, vous allez le déclarer à l'impôt sur le revenu au titre du micro-BA, mais vous allez être sous le couvert du particulier. Vous n'avez plus de qualité d'exploitante du tout. Vous sortez du cadre exploitant, vous redevenez particulière, donc c'est simple retraité. Voilà. Alors, je commence et vous continuez peut-être. En fait, donc c'est pas le fait que vous soyez au remboursement forfaitaire de TVA en fait qui conditionne votre. Je pense que vous avez quand même un chiffre d'affaires. Le remboursement forfaitaire de TVA, c'est comment dire un régime spécial dont vous bénéficiez pour un remboursement de TVA. Mais néanmoins, vos recettes, vous devez les remonter sous forme de e-reporting si vous avez un SIRET. Voilà, donc je vous laisse. En fait, ce que je disais au tout départ, c'est que le champ d'application de la facturation électronique, il est très, très large et il est valable aussi pour les entreprises en franchise ou les auto-entrepreneurs qui, tout en étant dans le champ d'application de la TVA, ne le facturent pas parce qu'ils ont un petit chiffre d'affaires. Néanmoins, ils entrent dans les obligations de la facturation électronique. Donc, ce sera soit, si c'est une opération B2C, business to business, de la facture électronique, ou la plupart du temps, en général, c'est plutôt des opérations qui sont faites avec des particuliers. Donc, ça voudra dire une opération de e-reporting seulement. Voilà. Vanessa, comment se passe l'e-reporting quand on est sur un salon grand public sur lequel on n'a pas le temps pour saisir informatiquement les factures? Comme vous faisiez antérieurement, quand vous rentrez dans votre entreprise et que vous rentrez vos données dans la comptabilité, que vous alimentez votre comptabilité, c'est à ce moment-là que vous enverrez votre flux de e-reporting à votre plateforme. Ça ne change rien. Oui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont être concernées par ça. En fait, vous allez rentrer le soir et vous allez reporter la recette journalière, tout simplement. Une question de Thomas Rose. Comment un professionnel pourra récupérer ses factures pour des achats ponctuels, exemple carburant, péage? Quelles sont les modalités de transmission et d'identification de l'acheteur? Alors,
Ça fait Alors. partie notamment les péages, enfin, le carburant, ça fait partie des cas d'usage qui ont été décrits. Et pour certains, aux dernières nouvelles que j'ai eues, il y a encore des discussions qui se poursuivent pour savoir comment les commerçants vont adapter leur système de caisse, enfin, tout ce qu'on veut, par rapport à la facturation électronique. On va dire les deux grands volets possibles, c'est que si vous achetez en tant que professionnel d'ores et déjà, vous avez l'habitude de demander éventuellement des factures récapitulatives en fin de mois. Donc voilà, vous avez un compte, par exemple, pour aller chercher du carburant, vous avez un compte auprès du distributeur de carburant que vous avez choisi, et puis il vous envoie périodiquement la facture. Donc ça va être pareil, ça va continuer pareil, sauf qu'il va vous l'envoyer sur votre plateforme agréée. Si jusqu'à présent, c'est des petites sommes pour lesquelles il n'y a pas de nécessité d'envoyer une facture, on va continuer pareil. Ça ne sera pas nécessité d'envoyer une facture, ce sera juste du e-reporting. Voilà, si vous achetez en tant que particulier jusqu'à présent et que vous avez juste un ticket de caisse, ben, ça va continuer pareil. Voilà. En revanche, c'est pour ces professionnels-là, mais bon, du coup, ça ne vous concerne pas en premier chef, qu'il y a vraiment une adaptation à faire parce qu'il va falloir qu'ils voient avec leurs clients quelle est l'obligation qu'il faut enclencher au cas particulier. Alors, il y a des cas que j'ai entendus dans une interview, là. Il y a des pays, par exemple, qui ont mis au point des flashcodes sur les pompes, par exemple, ou si vous êtes un professionnel et que vous voulez qu'il y ait une facture électronique qui vous arrive, vous allez pouvoir rentrer sur le flashcode, remplir vos coordonnées, et puis ben, là, le distributeur de carburant, il va pouvoir récupérer les données pour envoyer la facture électronique. Voilà, on essaie de rester le plus possible sur ce qui existait. Oui, alors, moi, je vais quand même faire juste une petite. C'est vrai que nous, quand même, dans le conseil qu'on pourrait donner à nos clients, effectivement, s'il y en a qui sont amenés à se déplacer beaucoup, qui ont beaucoup de péages et qui ont beaucoup de tickets de carburant, qui jusqu'à présent, voilà, cumuler les petits tickets comme ça, on a tendance à leur dire peut-être commencer à envisager de souscrire une carte. Voilà, avec un abonnement mensuel, voilà, il y a beaucoup de fournisseurs qui le font et qui font et péage et carburant. Déjà, ça simplifiera la vie à tout le monde, ça évitera de perdre les petits tickets qui sont à droite, à gauche. Et puis au moins comme ça, c'est sûr que la comptabilisation, elle sera bien faite. Enfin, voilà, je pense que c'est. Il y en a d'autres? Oui, une question de Brillant Ruffino. Doit-on sonder les 150 plateformes qui vont répondre à notre besoin? Doit-on, pardon? Sonder les 150 plateformes. Alors là, donc la première démarche, c'est de vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels, soit votre fournisseur de logiciels, soit votre expert comptable. Voilà. Et ensuite, vraiment, si vous n'arrivez pas à avoir comment dire, une idée suffisamment précise de la plateforme qui peut correspondre à vos besoins, vous pouvez toujours aller consulter ce que je vous ai cité tout à l'heure sur le site Invoicing Hub, où vous avez donc un comparatif, mais avec c'est trié par critères de choix. Donc, est-ce que vous préférez une plateforme qui va vous faire un service complet ou est-ce que vous préférez un service minimum? Il y a un socle d'obligations pour les plateformes agréées que toutes doivent respecter. Et après, il y a des services qui sont optionnels. Je vais vous citer par exemple un cas qui m'a été soumis par un éditeur de logiciels dans le domaine viticole, où il me disait, moi j'aimerais bien qu'il y ait une possibilité d'éviter une intervention humaine pour aller valider une facture qui peut être qu'une facture toute petite, avec un petit montant, et pour une personne auquel j'enverrai une facture qu'une fois par an. Par exemple, alors moi je ne connais pas bien le secteur, mais c'était le cas pour les coopératives. Et donc, j'avais fait la recherche, et en réalité, il y a des plateformes agréées qui proposent ce service-là, c'est-à-dire qui proposent, alors c'est des constructions informatiques, où quand telle zone est égale à telle zone, quand il n'y a pas eu de refus, quand on en est à tant de jours, etc., ça va automatiquement valider la facture. Donc, les services sont vraiment très divers.
Voilà, donc il faut vraiment vous rapprocher de votre interlocuteur habituel, mais on essaie de vous faciliter la tâche en publiant la liste des plateformes, donc ça, elle est sur le site info.gouv, et puis avec ces petits outils donc, de e-voting hub que je vous disais tout à l'heure, qui vous font un comparatif pré-trié avec les critères les plus importants pour vous. Un loueur de bien rural, un GFR, est-ce qu'il aura dans l'obligation d'avoir une plateforme agréée de réception et non pas une plateforme agréée pour les émissions? Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est une activité taxable à la TVA ou pas? Je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, vous disiez pour des locations de terre, voilà. Donc, si ce n'est pas taxable à la TVA, non. Si ce n'est pas assujetti à la TVA, on est en dehors de la facturation électronique. En revanche, si c'est une opération qui est taxable à la TVA, oui, là, a priori, ça n'est pas. C'est des locations de terre, c'est ça? Oui. C'est comme une SCI, c'est la même chose. Alors, les SCI, je nuancerai un peu. Alors, bon, il ne faut pas trop qu'on ouvre la boîte de Pandore des SCI, parce que c'en est une et elle est vraiment très profonde, on va dire. Donc, en fait, même pour une SCI, ce qui compte, c'est l'activité vraiment exercée. Donc, juste pour vous donner les deux grands volets pour une SCI, si vous avez une SCI qui est purement patrimoniale, familiale, où vous avez un bien qui est mis à disposition gratuite d'un des associés, c'est une activité purement civile. On ne parle pas de la facturation électronique. Voilà. En revanche, quand bien même ce serait une SCI, si c'est une activité de location qui génère des loyers, a fortiori si c'est un immeuble aménagé, si c'est un bail consenti à un commerçant, vous pouvez très bien être dans le champ d'application de la TVA. Et donc là, vous allez rentrer dans les obligations de la facturation électronique. Et je dirais même quelquefois, si c'est des opérations qui sont taxables à la TVA sur option et que vous n'avez pas opté, quand bien même, vous devrez avoir choisi une plateforme parce que vous êtes dans le champ d'application de la TVA, parce que vous percevez des loyers, que c'est une activité économique, et là, vous devrez choisir une plateforme pour recevoir vos factures. Donc voilà. Alors, le sujet de la SCI, c'est un sujet très vaste qui fait beaucoup de débats parce que ce n'est pas forcément clair et qu'il faut vraiment analyser au cas par cas l'activité, puisqu'encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas la forme juridique de l'entreprise, c'est l'activité exercée. Julie, qui est en CAF coopérative viticole, c'est la coopérative qui met les factures. Si je comprends bien, je ne suis concernée que par la réception des factures de la coopérative et des fournisseurs, avec une plateforme de réception et pas de plateforme d'émission. Oui, tout à fait. On est dans le cadre de l'autofacturation. Donc là, c'est la coopérative qui va émettre, qui va faire l'autofacturation. Et donc, vous recevrez cette facture d'autofacturation. Et voilà. Alors, c'est peut-être là que, effectivement, s'il se trouve que les uns les autres estimaient qu'il faut qu'il y ait zéro intervention humaine, y compris pour valider cette facture en réception, peut-être qu'il faudra s'orienter vers une plateforme qui offre ce service de réconciliation automatique des flux. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Alors là, Julie, effectivement, je vous invite à vous rapprocher éventuellement des plateformes qui vont offrir ce genre de service parce que toutes les plateformes ne sont pas faites pour gérer l'autofacturation. Voilà. Ou rapprocher de coopératives. Voilà. Ou de votre comptable si vous en avez un déjà. Si vous avez un comptable et que vous êtes donc dans ce régime d'autofacturation, votre comptable sera à même de vous dire quelle plateforme prendre. Voilà. Une question de SRM. L'administration trouve normal de masquer des données à l'administration, mais là, tout est accessible à la plateforme privée. Comment faire confiance à des plateformes privées? Alors, déjà, je vous disais que les plateformes privées, elles sont immatriculées par l'administration, elles ont un cahier des charges à respecter et elles sont
comment dire, elles sont sous la vue de l'administration. Donc, une plateforme peut tout à fait être sanctionnée, c'est-à-dire avoir un retrait de son agrément si elle ne respecte pas ses obligations. Je vous disais aussi tout à l'heure que toutes les informations qui sont sur les factures, vos factures, on va dire sur le format lisible, elles ne sont pas toutes transmises de façon dématérialisée dans les données structurées. Hein. Il n'y a que les 34 mentions obligatoires. Alors, bien sûr, vous véhiculez de l'information, vous donnez de l'information, forcément. Mais je veux dire, comme vous donnez de l'information à votre banquier, comme vous donnez probablement de l'information sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, mais il faut savoir quand même que ces plateformes, elles sont contrôlées, elles doivent faire des audits annuels. On les lâche pas dans la nature comme ça, quoi. Est-ce que toutes les plateformes agréées sont payantes? Une question de Anna. Alors, donc la question du prix ou de la gratuité. C'est vrai que c'est un sujet qui a été souvent abordé parce que je vous disais tout à l'heure qu'au tout départ, on avait prévu qu'il y ait la possibilité d'un portail public de facturation qui aurait été, on va dire, le portail balai pour ceux qui n'avaient pas choisi de plateforme privée, qui aurait été gratuit. Bon, on a arrêté ça, on a dit on prend que des plateformes privées agréées parce que ça correspond mieux aux besoins des entreprises. Moyennant quoi, la question du coût, effectivement, elle a été posée. Et ce qu'on constate, c'est que ça marche toujours. Oui. Ce qu'on constate, c'est que on a un certain nombre d'opérateurs qui font des offres gratuites. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un socle minimal de services qui doivent être fournis par les plateformes agréées, et ensuite, il y a des services optionnels qui peuvent proposer ou pas. Ces services qui sont proposés, vous pouvez les prendre ou ne pas les prendre. Donc, il y a beaucoup un certain nombre de plateformes pour laquelle l'offre basique est gratuite. Et ce n'est que si vous prenez des services supplémentaires que vous allez payer une cotisation qui peut être minime. Il y a des offres qui sont, j'en avais pris là, qui sont à des 10 € par mois, quoi. C'est pas, ça ne fait pas une grosse différence. Ce qui est important surtout, c'est que vous preniez la plateforme et au sein de cette plateforme, l'offre de service qui corresponde le plus à vos besoins. Voilà. Il ne s'agit pas de prendre quelque chose qui soit surdimensionné ni sous-dimensionné. C'est un peu comme toutes les opérations, tous les contrats que vous pouvez prendre de services. Voilà. Hein. Mais ça reste sur des prix raisonnables parce que l'offre, elle est très nourrie. Je vous disais tout à l'heure, il y a environ 150 plateformes. C'est un secteur concurrentiel. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de banques en ligne qui se sont positionnées sur le projet et qui offrent des produits qui sont à la fois très simples d'utilisation, où vous avez un petit logiciel qui est sur votre téléphone portable avec lequel vous allez envoyer votre facture, vous allez recevoir les notifications. Voilà. Après, si vous voulez, ils vont vous offrir des services supplémentaires. Mais ça va faire partie du service de base, du bouquet de services de votre établissement bancaire. Une question de Barnel Francine. Comment feront les biactifs agricoles, les biactifs? Exemple, podologue et exploitant agricole. Je pense qu'ils ont déjà 2 numéros sirènes. Ils ont 2 activités. Donc, ils vont avoir deux champs d'obligation de facturation électronique. Ils peuvent, si c'est une plateforme qui est adaptée pour l'une et l'autre de leur activité, ils peuvent choisir la même plateforme. Mais comme après, ça va passer par le numéro de sirène, vous avez 2 numéros de sirène. Je ne pense pas que vous puissiez avoir une activité accessoire de podologue, je crois que c'est ça, dans une activité agricole. Vous avez 2 sirènes, donc vous aurez 2 branches d'obligation de facturation électronique. Oui, au même titre que quelqu'un qui aurait une activité de micro-BA et qui aurait une activité de micro-BIC à côté. Donc, il aura 2 sirènes, 2 entités bien distinctes. Donc, avec possibilité de regrouper ces 2 entités sur une même plateforme, si cette plateforme correspond, effectivement. Mais ce sera bien 2 activités distinctes avec 2 remontées de chiffre d'affaires selon la catégorie dans laquelle il se trouve. Voilà. Tout ça étant véhiculé autour du numéro de sirène. Oui.
Question de Jurgis. Si j'achète du matériel ou outil dans un magasin type grande surface, comment faire avec la facture papier que la caissière me donne? Mais déjà, il y a une question de montant, parce qu'on continue sur les tolérances antérieures pour les petits montants. Hein. Et puis, sinon, vous demandez une facture électronique, vous l'envoie. Hein, voilà. Question de Blandine. Comment se passera la gestion des ventes en AMAP pour des contrats de commande semestriels? Paiement en avance par chèque, un ou plusieurs, ou par virement, un ou plusieurs. On tombe dans les acomptes. Oui, alors on retombe dans le sujet des acomptes qui a été évoqué tout à l'heure. Oui, alors je ne sais plus si on l'avait évoqué. Oui, je pense que oui. Il me semble que les oui, voilà. Donc on retombe dans le sujet des acomptes qu'on avait évoqué tout à l'heure. De toute façon, les acomptes perçus donnent lieu à exigibilité de la TVA, donc ça remontera directement sous la forme qui aura été choisie pour l'entité, donc ou en reporting ou en facturation, selon ce qui a été selon la nature d'opération et la nature de voilà, exactement. Une question de Cap de Vieille. Je suis cotisante de solidarité. Suis-je assujettie? Moi, je sais. Alors, en tant que cotisante de solidarité, normalement, vous avez un numéro SIRET, vous faites des opérations déjà agricoles. Le fait que vous soyez cotisante solidarité veut simplement dire en fait que vous n'avez pas le nombre total d'heures pour être exploitante agricole. Néanmoins, vous avez un numéro SIRET et vous faites des opérations agricoles. Donc, vous êtes dans l'obligation de la facturation électronique. Alors, on a encore juste 2 minutes. Donc, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, vous les poserez par mail. Une question de Morgane. Comment ça se passe si on fait du dépôt-vente dans une association de producteurs? Ça se passe en e-reporting aussi? Alors souvent, le dépôt-vente chez les producteurs donne lieu à une facture. Donc, il s'agit d'une facturation entre deux assujettis. Ah oui, donc là, a priori, c'est facturation électronique. La facturation électronique. Souvent, sur cette facturation de dépôt-vente, on peut retrouver la marchandise qui a été vendue et la commission de l'autre côté et retrouver un peu cette histoire de compensation. On l'a chez certains. Donc, avoir avec des double ventes, vente, du coup. Ça serait une double vente, effectivement. Pour moi, ça donnera lieu à l'émission d'une facture électronique. Les salons ne sont pas toujours à côté. Oui, mais en fait, là, il faudra vous référer à l'obligation que vous avez en matière de TVA. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les diapos. Si vous êtes à la DECAD, il faudra déclarer le plus rapidement possible. La question n'a pas été entendue. Pardon. La question est de Vanessa Guérin. Les salons ne sont pas toujours à côté de l'exploitation. On m'a parlé d'un délai maximal pour ce type d'e-reporting. Le délai maximal, en fait, c'est le délai de transmission des informations à l'administration. C'est ce qu'on a vu au niveau des déclarations de TVA. Quand vous allez dans vos obligations, si vous allez être soumis à la DECAD ou à la déclaration mensuelle, donc il faudra déclarer dans ces dates-là vos reportings. Oui, c'est pas le soir même. Voilà. Une question d'Yves Mistre. Je suis un micro-BA, je n'ai pas de comptable. Y a-t-il des plateformes agréées gratuites et fiables? Il y en a, mais moi, je ne peux pas vous donner de conseils. Je ne dois pas intervenir dans la libre concurrence entre les plateformes. Donc, effectivement, il y a des plateformes qui sont gratuites. Après, vous dire si elles sont fiables, je ne peux pas. Je peux pas vous le dire. Oui, elles sont agréées. Oui, elles sont agréées. Le fait qu'elles soient agréées, ça veut dire que l'administration a regardé leur dossier, qu'elles remplissent le cahier des charges, qu'elles remplissent les obligations de sécurité, etc. Hein, donc, voilà. Donc,
C'est la garantie minimale qu'on vous offre. Dernière question de Monsieur Préquel, peut-on changer de plateforme? Oui, vous pouvez changer de plateforme. Et donc, c'est ce que j'ai dit à un moment, vous bénéficierez d'une portabilité, c'est-à-dire que les services de l'ancienne plateforme devront être maintenus pendant une période d'1 an. Donc, vous aurez une sortie progressive de l'ancienne plateforme et vous pourrez donc changer assez facilement de plateforme agréée. On va clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser donc, aux adresses qui sont indiquées ici. Et on enverra à tous les participants, donc soit par mail, soit sur le site internet de la Chambre d'agriculture. Vous retrouverez ce webinaire et le support. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Super.